Je m'appelle Gérald Kurdian, je suis un musicien français. J'ai étudié aux Beaux-Arts, après j'ai étudié de la danse contemporaine. Pas parce que je voulais faire de la danse contemporaine, enfin peut-être un peu, mais parce que en fait à l'époque, c'était en 2007, la danse contemporaine c'était un peu le seul endroit où les pratiques de scène étaient très ouvertes. Enfin, le seul endroit où il restait encore vachement de place pour essayer des choses sur le plateau. Et donc du coup, comme j'avais envie de faire des espèces de concerts, mais j'étais aussi intéressé par le live, comme genre qu'est-ce qui se passe en live et comment on peut rencontrer, enfin pas rencontrer, mais comment est-ce qu'on peut créer des choses avec le public. Voilà, donc j'ai intégré ce truc pour la danse contemporaine, qui est une formation à Montpellier qui s'appelle Exerce. Et puis après ça, j'ai travaillé sur de la musique, j'ai sorti un disque ou comme ça, j'ai fait un travail de concert, un travail un peu comme vous avez vu là, et puis j'ai travaillé pour la radio. Ok. Voilà. Je vais utiliser 3 domaines. Dans le domaine des spectacles, c'est clair qu'au début des années 2000, il y avait un travail du plateau qui va être tenu par des gens comme Grand Magasin, par exemple, ou Antoine Defort, ou Jérôme Bel, qui vont être des gens qui vont attaquer la culture pop ou la question vous qui faites des lettres, de l'algèbre, de la scène, c'est-à-dire c'est quoi les composantes de la scène, on fait quoi, et comment est-ce qu'on désarticule ça, comme le cinéma a pu le faire dans les années 70. C'était un peu une sorte de mouvement contemporain. Donc ça m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait porter un regard un peu analytique, mais en même temps un peu amusé sur ce que c'est le plateau de concert, il se passe quoi, pourquoi on fait ça, ça c'est clair. Le deuxième domaine, ça va être la musique, très clairement. Dans les influences musicales, au début, il y avait un mouvement, enfin, tout début quand j'ai commencé, il y avait un mouvement que j'aimais beaucoup qui s'appelait l'anti-folk, qui était tenu par des New-Yorkais surtout, qui étaient des gens comme Regina Spektor, Chris Garneau, les Multi Peaches, Adam Green, enfin des espèces de groupes un peu, pas underground, parce qu'en fait c'était un peu internationaux, mais dans une approche... ils savent pas jouer des claviers, ça sonne. Coco Rosie par exemple, c'est un bon exemple de gens un peu élaborés là-dedans. Et en même temps, il y avait une espèce de richesse musicale que je trouvais très forte à ce moment-là, couplée de la musique, un peu de musique concrète. Quand je dis musique concrète, ça va être plus Luc Ferrari, des gens comme ça. Un endroit du rock aussi américain, genre Cat Power, enfin des trucs très espèce de folk, un peu dark, genre pyjama, des choses comme ça, que j'aimais beaucoup. Et puis la musique électronique, beaucoup de musique électronique, avec surtout, après c'est des labels, ça va être Warp, Ninja Tunes, des labels où il y avait toujours dans les années 2000-2005, des artistes qui s'appelaient l'abstract hip-hop, qui était une sorte de version de hip-hop un peu intello, que j'aimais vachement. Voilà. Et puis le troisième domaine, ça va être le documentaire, mais dans le sens le réel, quoi. Ça m'influence vachement. C'est quoi nos journées? J'ai un iPad, comment ça change ma perception des choses? Je passe ma vie sur mon ordinateur, qu'est-ce que ça veut dire? Facebook, c'est quoi? Ça c'est nourrissant pour moi, très fort, ça, parce qu'il donne les chansons beaucoup, et puis beaucoup aussi, là vous l'avez vu un petit peu, parce que je l'ai fait un petit peu, mais ce qui donne aussi un peu l'esthétique. Genre, je suis pas très attentif au fait que genre, la vidéo soit bien cadrée. En fait, je m'en fous, parce que de toute façon, on est tous habitués à ces trucs Macintosh, et puis l'idée c'est ce qu'il y a dedans, John Giorno. Exactement. Et du coup, est-ce que tu as des influences poétiques? Poétique? Ouais. Total. Oh, absolument total. Christophe Darcos, sans hésitation, à cause d'un amoureux qui m'avait donné un livre qui s'appelle Pan. Enfin, Pan dans tout le sens, le dieu, le son, et je trouve ça sublime, ça me fait pleurer. Qui je pourrais dire que j'aime pas, il y en a plein, mais j'aime beaucoup Gertrude Stein. Espèce de folie hyper près d'acuité de perception retranscrit à la voix, par la voix. J'aimais... Ah oui, alors pardon, dans le rapport au rock, Patti Smith, indiscutablement, genre elle me bouleverse total. Pas forcément d'un rapport au rock, ce qui t'a inspiré pour... Ah oui. Pour écrire? Ah ouais, alors... Ce qui t'inspire en général? En fait, tu veux dire dans la littérature et particulièrement la poésie? Ouais. Darcos c'est clair, ça c'est sûr. J'ai envie de dire Novarina, mais... Attends, vous voyez, Valar Novarina, c'est un auteur de théâtre. Il est un peu christique, quoi. Il a un
côté c'est un peu lourd. Puis maintenant, c'est un peu chiant. Mais à un moment donné, ça m'intéressait dans le côté minéral de la langue. Tu vois, comme une langue qui serait une langue de cailloux. Une langue de... Ça m'intéressait vachement. Une langue d'un corps épais, lourd, pas à l'aise avec le... Tu sais, genre pas qui fit pas, quoi. Je sais pas comment dire ça. Donc il y a lui, pas pour tout. Christophe Yatt. Énorme. Ah, bah ça, rock et poésie, putain, carrément. Christophe Yatt. Notamment sur un texte sur Carrie, le film d'horreur Carrie. Vous avez vu forcément des images de ça, une fille tout ensemble dans un théâtre. Il a fait un texte sur Carrie que j'aime vachement. Et puis, voilà, j'ai pas d'autres idées. D'accord. Ça mérite de Ah, mais si, bah sinon, mais les classiques, enfin, j'ai un peu. Ouais. Ouais, si, ça m'a vachement touché. Et les trucs médiévaux, les chansons de. Comment t'appelles ça? Les chansons de. Renard? Oui, non, pas renard. Par exemple. Merde, les complaintes anglaises, les complaintes françaises, c'est incroyable. Les complaintes du roi René. C'est court. J'étais très intéressé par le live, comme qu'est-ce qui se passe quand on est en face à face. Mais dans le contexte où j'étais quand j'étais intéressé par le live aux Beaux-Arts, tout ça était très... tu sais, l'art contemporain, le body art, par exemple, genre cette pratique du corps des années 60-70, comme ça a marqué beaucoup. C'était très pathos, il y avait un truc très lourd, où genre il fallait faire des trucs avec du sang, ou mettre du scotch, ou se retrouver dans des situations impossibles, dans la rue, ou je sais pas quoi. Et puis moi, je me disais, j'ai envie d'une rencontre avec les gens, mais qui se ferait sous d'autres termes. Et puis aussi, il y avait l'aura de l'art contemporain qui était très fort. Et je voyais que genre mes proches, genre mes amis, notamment des gens qui étaient des musiciens autour de moi, étaient un peu comme, en fait on comprend rien, on va là, puis c'est froid. Donc je me suis dit, bon, je suis intéressé par un truc de live qu'on appelle la performance, donc c'est ça le terme générique. Comment est-ce que j'utilise des outils à la fois pour désarmer le public, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas avec des préacquis en se disant on va voir un concert, donc ça veut dire qu'au début je bois une bière et j'attends le premier couplet, puis j'applaudis et je crie si je suis fan, si je suis pas fan je reste au fond, enfin tu vois. Ça, donc comment je les désarme, c'est-à-dire on n'est ni au théâtre ni sur un concert, on ne sait pas, on est dans un endroit concret qui est là, ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, comment est-ce que je peux donner une espèce de teinte humoristique à la folie analytique, à ma folie obsessionnelle, analytique, qui vient des Beaux-Arts et que j'ai pas du tout tapis, je sais pas comment on dit ça, genre, j'ai pas du tout été économe avec ça, c'est-à-dire que tu lis des livres qui sont fous et qui te donnent un accès dingue au réel. Tu vois, donc au bout d'un moment, comment est-ce que tu es là, tu vois des choses, tu constates, tu formules, tu les manipules. Comment est-ce que je peux partager ce truc qui peut être hyper envahissant aussi, d'une manière un peu idiote, mais au sens idiote dans le sens chouette de l'idiome, un truc idiot, simple. Et voilà. Puis après, j'étais aussi influencé par un livre. Ah oui, j'aurais dû dire ça dans les influences. Un livre qui s'appelle L'Idiotie de Jean-Yves Joannet, qui est une espèce de... D'ailleurs, ça serait intéressant pour vous. Une espèce de bible de tous les artistes depuis les années, je sais pas, 30, peut-être pas 30, bon, après-guerre, on va dire, qui ont travaillé sur l'échec. En rapport à l'échec et au clownesque et aux trucs comme ça. Ça m'intéresse beaucoup. En fait, là j'étais à la radio avant, puis il me disait il y a un truc de l'empirique, un peu de toujours essayer. En fait, j'ai un rapport au danger que j'aime bien, et qui se déplace, parce que forcément, une fois que tu as passé un danger, j'en ai plus un. Donc il y a toujours. Je m'aperçois que si je veux bien travailler, je suis toujours obligé de me mettre toujours un poil plus dans la merde. Et ça dépend à quel endroit. C'est à un moment je ne sais pas jouer un truc, donc ça va être ça. Un autre moment je sais le jouer, mais j'ai envie de commencer. Par exemple là ce soir je savais que j'allais parler au micro en premier, donc j'ai trouvé un prétexte en me disant bon il y a un truc là, tiens. Je savais que c'était ça qu'il fallait faire parce que sinon j'aurais commencé puis on aurait été un peu dans une situation un peu genre concert, tu vois. Et ça me fait chier, j'aime pas trop. Enfin ça dépend des moments en fait. Mais... Donc je trouve des réponses, mais à la fois plus je trouve de réponses, plus ça m'inquiète en fait, tu vois, plus je dirais faudrait pas. Oui, très fort. En fait, je suis un peu un musicien d'improvisation frustré, parce que comme je sais pas jouer bien des choses, je me retrouve à pas trop savoir être virtuose dans mes approches de clavier ou de choses comme ça, ou même vocalement. Par contre, c'est clair que j'écoute des gens qui font des espèces de brutes, tu vois, genre ce qui m'intéresse musicalement,
sont trop forts, mais j'y arrive pas. Donc je déplace ce travail-là, ouais, dans l'hyper, quand ça se passe bien, parce que ça se passe évidemment pas toujours bien, mais quand ça se passe bien, dans l'hyper là. Qui êtes-vous, qui est ce sujet-là, qui est le public, comment on se rend compte, c'est quoi la texture très fine de cette situation-là, est-ce que je suis trop lent, trop rapide, est-ce que j'en fais état ou pas, ça m'intéresse vachement. Ouais. Et si un jour dans ma vie j'arrive à me dire, je vais sur un plateau avec je sais pas quoi et on fait un spectacle, alors là c'est bon, je peux mourir. Alors ça dépend des trucs. Adrien, donc, qui est au son, est un allié très fort. Dans la création ou seulement dans la réalisation? Comment je pourrais dire ça, dans la distribution de la création, dans la redistribution de la création. C'est-à-dire, on a ce morceau-là, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, ça, il peut m'aider. Après, en termes de réalisation musicale, moi j'arrange quasiment tout. Je travaille ensuite avec un réalisateur qui est un type de studio en fait, qui me dit bah là la guitare elle est dégueulasse, il faut la refaire. Tiens, est-ce que tu connais tel instrument? Utilisons-le. Des choses comme ça. Et puis, donc c'est des participants en fait. C'est comme un truc à géométrie variable un peu, tu vois. Je contrôle un peu mes histoires, je suis un peu facho. Et puis, par moment, il y a des invitations. Sur le prochain projet, j'invite des gens à m'aider, une dramaturge notamment. Et voilà, mais ça reste. La science-fiction, c'est le genre de cinéma pauvre un peu. Tu vois, c'est un peu le parent pauvre du cinéma. C'est l'illusion du cinéma dans ce que ça peut avoir. Je parle d'une science-fiction datée. Hein. On parle de Cosmos 1999, vous avez peut-être pas connu ça générationnellement. C'est une série qui passait, c'est une sorte de très mauvais Star Trek, qui passait beaucoup quand j'étais môme à la télé. Et c'est pérave, c'est vraiment mauvais. Tu vois, les costumes sont moches, les acteurs sont pas bons. Et c'est un peu comme le Z, tu vois, le cinéma Z. Vous connaissez le cinéma Z? Genre les cinémas de catch mexicains. Ça vous dit rien? Qui c'est qui pourrait se rapprocher de ça? Il y a un... Si le mec... je sais pas si vous connaissez ça. Cry Baby, vous connaissez ce film? Oui. Non? John Waters, oui. Avec Johnny Depp. Oui, oui. Ça c'est un peu... Genre John Waters, c'est un type qui a fait du Z. Avec un travesti américain très connu qui s'appelle Divine, qui est très très proche pour le coup du rock, enfin de la scène rock, comme pardon. C'est un cinéma qui a vachement à voir avec les cultures underground et vachement à voir avec la musique en général. Enfin, c'est toujours assez synchrone avec les styles musicaux de l'époque, et ça commence dans les années 60. Et c'est un cinéma de merde. Genre, c'est mal fait, genre, tu vois tout. Ed Wood, ça vous dit rien, Ed Wood? Le réalisateur de science-fiction qui prenait des assiettes en carton, qui mettait feu, puis il jetait devant la caméra, puis ça faisait le moment où... Bah voilà, bah ça c'est aussi une autre influence pour répondre à la question. C'est la magie du cinéma au degré 0.1, tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe quand tu donnes juste le presque. Donc du coup ça m'intéressait, pour des questions surtout de dramaturgie, comment on utilise sur un plateau une dramaturgie qui n'est pas adaptée à celle du plateau. Et puis, voilà, et puis donc je m'étais dit, pour écrire ce projet qui s'appelle 1999, je vais me mettre dans une galerie d'art, parce qu'à l'époque, je faisais des résidences dans une galerie d'art, je vais me mettre 15 jours dans une galerie d'art avec tout mon bordel, et je regarde les 48 épisodes de Cosmos 1999. Donc j'ai regardé les 48 épisodes de Cosmos 1999, ce qui m'a donné des idées de l'Algérie. J'ai fait un peu le lambda du cinéma dans un genre qui est déjà tellement lambda que, par rapport à la science-fiction. Mais j'aurais pu prendre la série télé, tu vois, dans le même degré d'esthétique, je veux dire, tu vois, un peu qui tombe un peu, ou là je parle encore une fois de séries télé qui sont pas comme ça. Non, vraiment pas. Pour deux raisons. La première raison, c'est que je vois pas de manière théâtrale la voix chantée. C'est-à-dire que quand je chante, c'est pas un personnage. C'est un peu bizarre de dire ça, mais il y a quelque chose de très important dans la réalité de ma voix en chantant. Ça, je voudrais pas me rajouter une contrainte de personnage quand je chante. D'accord. C'est un événement réel. Premier truc. C'est clair. C'est quand même assez bizarre, sachant que tes chansons, ça vient d'un personnage au final. Genre, on a vu le petit garçon au début. Ouais, mais c'est... Ouais, alors justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, moi je pose des cadres. C'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire, je vous pose un cadre imaginaire. Quel qu'il soit, une image, un texte, un mot, une idée.
Mais dans la pratique musicale, en fait, ces morceaux, ils viennent de disques. Tu vois ce que je veux dire, c'est fait pour des disques. Donc ça veut dire qu'ils ont une vie propre. Et donc nous, avec Adrien, là je vous montre les maquettes de ce morceau-là, donc c'est un peu dur de se rendre compte, mais avec Adrien, notre travail, c'est de faire que le disque, il tient en tant que disque. Si ça passe en radio, ça passe en radio. Voilà, il n'y a pas, il y a vachement de taf, mais quand même. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir de cette unité qu'on appelle chanson pop, qui passe en radio, du coup, qui est un peu anonyme et un peu hors cadre, tu vois, qui est cadré par la radio. Comment est-ce qu'on peut récupérer cet élément-là, un peu dans le corps, ça, et le placer dans un contexte où d'un coup ça devient autre chose. Tu vois, c'est-à-dire que si je te dis, j'aurais très bien pu te dire c'est une fille américaine qui a des cheveux comme ça, le timbre de la voix il est suffisamment louche pour que tu saches pas trop, c'est un enfant, une fille tu sais pas trop, tu vois. Donc après c'est à moi d'aiguiller. Et le personnage, du coup ça m'évite, à moi quand je pratique la chanson, de me penser personnage puisque j'ai déjà cadré. C'est vous qui faites le travail en fait. Et ça je trouve génial. Tu vois. Et d'ailleurs, artistiquement, beaucoup des formes qui m'intéressent sont à cet endroit-là. C'est-à-dire des formes qui elles proposent quelque chose, puis c'est moi qui suis hyper actif. Ça, je trouve ça chouette. Tu veux que le concret devienne, tu veux que le concret devienne illusoire et que l'illusion sur scène devienne concret en fait. Absolument, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je crois que je le vois, je le vois vraiment dans un rapport de réel et imaginaire. Pour moi, le phénomène imaginaire, il est complètement réel. C'est-à-dire que imaginer, c'est une réalité de l'humanité. Ça fait partie des codes. C'est pas un truc méta, genre qui serait genre suspendu, puis qui est une activité qu'on devrait considérer un peu de côté, parce qu'en fait tout l'apprentissage du langage est imaginaire. Donc ça m'intéresse ce sens-là, mais ça m'intéresse aussi que dans cette aura, ce charisme de l'imaginaire, on puisse soulever le réel à des endroits en disant genre ah tiens regarde, on dirait un animal, tu vois, ou je sais pas comment dire. Donc c'est complètement ce que tu dis. Non, c'est mon métier à côté, ouais. C'est mon métier à côté. Et du coup t'es intermittent. Je suis intermittent. Ouais. Mais c'est hardcore. C'est pas que je suis précaire particulièrement, dans le sens qu'il y a ma vie, on va dire normalement, mais t'es sur le fil tout le temps, tu sais pas. De toute façon le statut il est un peu... Il est hyper compromis aujourd'hui, et puis bon, il y a d'autres moyens qui se développent, donc il faut essayer d'aller voir ailleurs, je pense. Absolument, ouais, tout à fait. Il faut voir ailleurs et puis il faut inventer des systèmes de production alternatifs à nous. Genre, quand je dis alternatif, c'est vraiment singulier en fait, par compagnie, par musicien, oui. Après, la difficulté, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on est un peu tenu entre. C'est une sorte de purgatoire bizarre. On est un peu tenu entre genre le confort, parce qu'on est quand même hyper confortable par rapport à plein d'autres pays, tu vois. On a un soutien au mois. Genre, moi, je suis payé au mois par l'État pour faire de la recherche, le jour du Coca-Cola. Donc ça c'est confortable, et à la fois c'est nous maintenir à un endroit de la précarité, parce que ça veut aussi dire que tu vois, par ailleurs, on ne peut pas s'investir dans des démarches privées par exemple, qui sont outrement plus lucratives, alors vachement plus dangereuses d'un point de vue éthique, tu vois, ou même pour respecter ton travail. C'est un peu, c'est compliqué, c'est compliqué. Et l'année prochaine, je pense que c'est fini. Enfin c'est pas fini, mais ça va changer vraiment beaucoup l'année prochaine, je crois. C'est un peu